et à toutes. Là, pour l'instant, c'est un petit peu clairsemé, mais nous allons néanmoins débuter cette belle conférence sur le chantier de restauration de l'abbaye de Saint-Antoine-l'Abbaye. Avec un grand intérêt dans cette conférence, c'est que nous avons la maîtrise d'œuvre représentée par Mai Kitamura, architecte du patrimoine et associé dans l'agence Replin, Larpin et Associés, voilà, qui va mener en fait cette conférence, mais aux côtés des entreprises qui ont participé à ces travaux, donc au regard croisé sur les métiers. Donc les travaux ont été réalisés par un groupement des deux entreprises Comte et Glénat, qui sont représentés par respectivement Olivier Prost et Denis Cava, ici présents, et avec aussi une partie technico-scientifique sur l'altération particulière et le traitement très particulier de ces calcaires molassiques réputés dans la région, et donc représenté par Astley Conseil, Alexis Texier. Donc je vais les laisser parler parce que c'est eux qui connaissent le mieux. Je parle pour l'introduction parce que je suis à l'initiative de cette conférence et que je suis également fondateur et directeur de l'entreprise Astley Conseil. Maï, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Gilles Martinet pour cette invitation. On est ravis de vous présenter donc, le chantier de restauration d'une partie de la façade occidentale de Saint-Antoine-l'Abbaye. Je vais essayer de passer les images. Donc, c'est un grand chantier du Moyen-Âge qui est lié à la venue des reliques de Saint-Antoine. Antoine l'Égyptien, qui était en fait un des premiers ermites qui a créé l'érémitisme dans les déserts en Orient et dont les reliques sont arrivées à Saint-Antoine. Donc on a vraiment un grand chantier, vous voyez sur les images l'échelle de ce grand chantier du Moyen-Âge. Donc le chœur a été édifié par les bénédictins dès le XIIe siècle, poursuivi par les frères Antonins, qui étaient aussi des guérisseurs, qui s'attelaient aussi à soigner à partir de 1342, donc du XIVe siècle. Et puis l'édification de cette grande façade occidentale, elle a été faite à la moitié du XVe siècle, et donc nous est parvenu ce colosse, dont la monumentalité, vous le voyez, n'a rien à envier aux grandes cathédrales. Elle a eu bien sûr des vicissitudes de son histoire. Elle garde les stigmates des guerres de religion, notamment, sur les sculptures sans tête du portail, entre autres, mais aussi par son couronnement décapité de cette grande façade et privé de son encadrement d'arc-boutant. Donc les anciens, vous le voyez sur cette peinture du XVIIIe siècle, se sont attachés à protéger la façade. Vous voyez que la toiture vient déborder et protéger cette façade, pour la protéger de la pluie, protéger cette pierre de molasse des attaques des intempéries. Et puis le XIXe siècle, lui, dans son grand élan de restauration de l'état antérieur, s'est attaché à déposer ses ajouts, donc en restaurant l'état antérieur aux guerres de religion, mais du coup ils sont venus supprimer aussi ce qui constituait la protection de cette façade. La grande valeur de Saint-Antoine-l'Abbaye a été reconnue par son inscription sur la première liste des monuments historiques établie par Prosper Mérimée en 1840. C'est donc vous dire l'ancienneté et la légitimité de sa reconnaissance. Donc depuis, il y a quelques interventions qui ont été menées, qu'on a pu cartographier ici, ponctuellement, pour tenter de pallier cet inexorable vieillissement de la pierre. Donc c'est pour cette raison que nous sommes ici, pour vous parler de cette pierre et de sa restauration. Cette pierre de molasse, qui vient du latin mollis, qui veut dire mou. Donc cette roche est relativement tendre et du coup elle est plus facile à tailler. Mais elle est particulièrement vulnérable à l'action de l'eau qui vient dissoudre le liant qui unit ces grains et va la réduire à l'état de sable. Donc les parties les plus exposées étaient bien entendu celles en saillie, celles qui n'étaient plus protégées, celles qui étaient censées protéger les sculptures et les parements droits, donc la corniche principale, voyez, intermédiaire, les bandeaux horizontaux, les larmiers, les archivoltes des baies. Donc pour conserver au maximum la pierre d'origine, notre partie d'intervention, c'était de restaurer ces éléments de protection en priorité pour éloigner les eaux pluviales de la façade et pour conserver le maximum de pierres altérées par ailleurs. Donc, au démarrage du chantier, une fois les échafaudages montés, donc c'est un grand chantier qui a été voulu par donc, la maîtrise d'ouvrage, le département de l'Isère, la DRAC et la commune de Saint-Antoine-l'Abbaye. Donc les appareilleurs ont sonné les pierres une à une en montant sur les échafaudages, et ce sonnage des pierres a dévoilé un état de dégradation
profond de la pierre qui, en apparence, pouvait être saine. Donc, vous voyez ici l'état de pelage de la pierre. Dans cet inventaire, on voit ici les moulures sur notamment les contreforts. Soit cette pierre qui se desquame en surface, soit elle a des fissures, des micro-fissures qui font qu'on a des blocs entiers de parements qui se détachent. Alors, je ne sais pas en régie si la vidéo marche, parce que ça, c'est une vidéo. L'image de gauche. Donc vous avez pu entendre ce son lugubre et creux de la pierre qui est complètement morte derrière un parement qui, en apparence, est sain. Vous voyez l'image de droite où on a cette nervure en apparence saine depuis l'extérieur et au moment de la dépose, vous voyez que l'intérieur est complètement fracturé, fragmenté et ne tient plus. Et donc un état extrêmement alarmant et qui a été découvert du coup au début du chantier. Donc c'est à ce moment-là que les entreprises, donc le groupement d'entreprises Comte et Glénat, dont on remercie la présence aujourd'hui, ont répondu à cet enjeu qui dépassait l'échelle d'un chantier habituel. Ils ont mobilisé leurs meilleurs compagnons, formés dans une tradition et un savoir-faire pour le coup inégalé dans la région, et notamment leurs appareilleurs. Ils ont mobilisé également tout ce que la région comptait de meilleur en tailleurs de pierre et en sculpteurs. Ils se sont joints. Ils ont formé un atelier, on peut le dire, hors du commun, une équipe de tailleurs à pied d'œuvre, comme n'en ont compté que les chantiers de bâtisseurs de cathédrales. Et je vais laisser à Olivier le soin de vous en parler. Oui. Je sais pas, bien sûr. Si, c'est bon. Merci, Maï. Oui, en effet, la première surprise, c'est que suite à la découverte de l'état sanitaire et de la quantité de pierres à remplacer, il a fallu qu'on se mobilise tous pour trouver suffisamment de tailleurs de pierre et des tailleurs de pierre qualifiés. Et il n'y a que sur des chantiers d'exception comme ça, qui sont très rares en France actuellement, où on peut faire travailler des tailleurs de pierre. Et notamment les appareilleurs avec un gros travail d'appareillage sur certains dés, peut-être on en parlera peut-être un peu plus tard, sur certains dés, dont le T2, on peut peut-être voir l'état initial qui est plus tard. Ah, un peu plus loin. Voilà. Non. On l'a perdu. On l'a perdu. Voilà. En fait, donc le dé central, on l'a trouvé dans cet état. Il était très altéré. Donc il y a un gros travail de nos appareilleurs et d'échanges avec l'architecte, donc Maï, ici présente, pour retrouver ce qui a été perdu. Donc, à partir de là, l'appareilleur a établi des panneaux. Donc, le panneau que vous avez devant les tables, ça, c'est ce qui permet de tailler. Parce qu'il faut savoir qu'on a des tailleurs qui ont travaillé sur place, mais d'autres qui n'ont pas travaillé sur place. C'est-à-dire que l'appareilleur est capable, avec les codes, de donner toutes les infos à un tailleur qui va reproduire des ouvrages de cette difficulté, entre guillemets, sans les avoir vus. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du métier de tailleur de pierre qu'on aimerait bien qu'elle ne se perde pas. Voilà, là-dessus, on peut peut-être... Donc après ce panneau, on arrive à la taille pour donc au final avoir l'œuvre que vous enfin j'appelle ça une œuvre parce que oui, on n'est pas loin de l'œuvre quand même, pour arriver à ce résultat, donc avec tous les éléments reconstitués, même ceux qui étaient complètement altérés. Voilà ce que ça peut donner. Ce caillou, il mesure 1,50 m de large par 1 m de profondeur et 90 cm de haut.
faut bien se rendre compte aussi du volume. C'est-à-dire qu'il est grand comme la table. Et il a nécessité 8 mois de travail. 8 mois de travail, dont 3 mois de relevé et d'échange avec les architectes pour s'approcher au maximum de ce qui était à l'origine. Merci Olivier. Donc, vous le voyez, simplement pour revenir sur ce travail d'épure, qui est donc le dessin à l'échelle 1 de chaque bloc. Et chaque épure est devenue presque une œuvre d'art, donc non seulement de géométrie dans l'espace, mais de courbes, de contre-courbes et de motifs végétaux naturalistes qui sont propres à cette architecture qu'on dit flamboyante. Ce chantier a même incité, et ces blocs de pierre et cette sculpture a même incité les compagnons à créer des outils de taille recourbée, spécialement conçus pour aller creuser ces décors qui se chevauchent. Je vais laisser Denis Cava de l'entreprise Glénat en parler. Oui, là vous voyez une panoplie d'outils faits sur la base de fer achat. Hein. Vous voyez que l'emmanchement, c'est un simple fer à béton. Mais on avait aussi notre chef appareilleur, Patrick, qui avait une forge, une petite forge, et qui a lui-même créé ces outils qui ont permis d'aller chercher les fonds parce qu'on n'avait pas les outils nécessaires dans le commerce compte tenu de la finesse de la sculpture. On peut parler pratiquement de sculpture à ce niveau-là et non plus de taille, de ces sculptures et tailles très complexes. Donc voilà, ça donne une petite idée du travail, non seulement de d'épure, mais aussi d'adapter et de trouver les outils qui pouvaient correspondre au profil et aux moulures à recréer sur les blocs. Donc pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, les compagnons ont travaillé à s'imprégner de chaque détail et on les a même surpris à aller travailler sur la musique d'Hildegard von Bingen, qui est une grande mystique du Moyen-Âge, dans leur atelier de taille au pied de l'édifice. Donc il s'agissait de retrouver ces nervures, deviner leurs lignes, leurs creux. Et c'est pas peu dire parce que ça a donné un très très gros travail, vous voyez ici sur l'avant-après, d'intégration, de reprise en œuvre, et puis aussi, on va le dire, une exigence de notre part que ces nervures se prolongent tout au long de la façade, qu'on n'ait pas un ressaut d'un bloc neuf qui est venu être greffé, qui vienne perturber ces grandes lignes qui parcourent l'ensemble de cette façade. Et puis, ces lignes qui redonnent à lire cette écriture flamboyante. La méticulosité des greffes, vous le voyez, est minimale. Ces greffes sont minimales partout où la pierre pouvait être conservée. Donc vous le voyez ici, la pierre ancienne a été conservée. On peut presque parler pour ces greffes d'une méthode d'un chirurgien esthétique qui vient allier la greffe osseuse et un modelage de l'épiderme, mais avec la simplicité universelle des outils, rappelons-le, une masse et un ciseau. Donc c'est un art du refouillement, vous le voyez sur les images tout à l'heure du décentral, où la sculpture se détache de son support, où elle devient autonome des appareillages, avec les petites voûtes en creux qui sont refouillées dans l'âme de la pierre, qui forment une architecture miniature sur cette grande architecture. Donc on a des effets d'accumulation de décors qui créent une nébuleuse. On dit alors que l'architecture flamboie. Vous voyez ici l'exemple d'une greffe de dés. Donc, attendez, je reviens. On a sur la gauche un dé qui était complètement altéré. Et puis sur la droite, vous voyez la partie supérieure du dé sculpté qui est saine, qui a donc été conservée. L'atelier de taille avec l'épanelage des blocs posés en place. Vous voyez la greffe et le sculpteur, le tailleur, qui vient terminer sa sculpture en œuvre sur place. Vous voyez le résultat avant patine, le coulage des joints au mortier et des reprises encore sur place pour affiner la sculpture, pour la rapprocher un petit peu plus des témoins qu'on a en place et qui ont été conservés. Donc voilà l'avant-après sur ce couple de désculptés. Vous voyez la finesse du travail, cette mini-architecture sur la grande architecture dont je vous parlais, et cette grande finesse de cette architecture. Donc,
Je repasse le dé central, cet art du refouillement et de ces petites voûtes. Il n'y a aucune voûte, aucune nervure qui n'était la même. Donc ça, on va dire que c'est vraiment l'œuvre d'un compagnon qui doit avoir au minimum 20 ans d'expérience. Vous voyez aussi le soin apporté dans la continuité de la sculpture, de ces feuillages, où aucune feuille n'est la même. Et au moment où on a réalisé, les compagnons ont réalisé des petits chapiteaux avec des feuilles de chêne, le mouvement était un tout petit peu raide, n'était pas aussi qualitatif que celui du chapiteau d'origine. Ils sont allés chercher des feuilles de chêne, ils ont observé le mouvement de la nature et ils l'ont reproduit à travers leur taille. Donc on parle bien d'hommes, mais aussi de femmes, qui ont mis l'ardeur de leurs mains à la taille, autant que leur délicatesse. Donc vous voyez ici, nettoyant, donc une femme qui nettoie les sculptures du tympan au pinceau. Ces sculptures du tympan qui avaient des boursouflures en surface, qui avaient des altérations, vous le voyez sur la partie de gauche, et qui ont simplement été brossées, nettoyées au pinceau de façon très méticuleuse pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Merci Maï. Je vais parler pour Asley Conseil, donc pour cette phase d'étude qui s'est déroulée en parallèle de la phase travaux et dès le début aux côtés des entreprises Comte et Glénat. L'idée de cette étude, c'était à la fois une visée, on va dire, à la fois expérimentale et à la fois pratique pour la restauration effectivement de cette pierre molassique de Saint-Antoine. L'idée, c'était de faire un protocole d'essai sur la base de consolidation au silicate d'éthyle, notamment. Donc cette étude a démarré par la sélection d'une zone, on va dire, représentative, qui était sur la terrasse haute sud. Ces zones-là ont été repérées en trois différentes. Une zone témoin où on n'a rien fait, une zone A et une zone B. L'idée, c'était dans un premier temps, sur la base de prélèvements par carottage, qui avait été fait dans des zones représentatives à la fois de la variété des faciès et à la fois d'une micro-altération de l'épiderme, puisque l'idée c'est que cette consolidation puisse se faire lorsque la pierre n'est pas trop altérée et qu'elle ne nécessite pas d'être changée. Donc c'était la dernière figure qu'on a vue juste avant, lorsqu'on avait un épiderme poudroyant, on va dire. Voilà. Donc l'idée de ce programme d'études, c'était sur ces carottes-là d'appliquer différents types de produits. On a choisi la gamme Reimers, la gamme KSE de chez Reimers, donc avec différentes concentrations et avec un produit anti-hygro qui est un stabilisateur de fraction argileuse, donc qu'on a mis ou qu'on n'a pas mis en fonction des différents faciès. Cette première étude a permis deux choses. Cette première phase d'étude a permis deux choses. Donc à la fois de choisir les produits qui nous paraissaient les plus performants et qui avaient une innocuité vis-à-vis de l'état de la pierre antérieure, et également de sélectionner les la batterie d'essais pertinente pour derrière contrôler l'innocuité du produit. C'est-à-dire qu'on a mis en œuvre, on va dire, à peine une dizaine d'essais et d'analyses. Et à la suite de cette première phase en laboratoire, on a déterminé que certains n'étaient pas assez différenciateurs pour permettre de contrôler ultérieurement. Donc ensuite, on a donc sélectionné deux types de produits. Donc un KSE 100, KSE 300, un mélange KSE 100, KSE 300 et anti-hygro, et un uniquement anti-hygro et KSE 300. On a vu qu'au regard des différentes analyses qui démontraient la présence d'argile assez récurrente, il était pertinent de mettre en œuvre un anti-hygro sur les deux zones d'essai. Donc sur ces deux zones d'essai, on a fait des tests en place, donc des tests, on va dire, relativement basiques à la pipette de Karsten, par peeling et par colorimétrie. Ces tests nous ont permis d'avoir un état initial et de pouvoir contrôler après, à différentes temporalités, l'application du produit.
Donc l'entreprise compte à appliquer le produit en œuvre sur les zones A et B. Et on a gardé la zone témoin évidemment non appliquée. Donc après 6 mois, on est revenu faire des tests. Donc les tests de peeling, les pipettes de Karsten et les tests de colorimétrie. Et après 12 mois, on a fait des prélèvements. On a refait également ces tests pour voir l'évolution. Et on a fait des carottages sur ces zones pour venir contrôler en laboratoire ce qu'on avait mis en place sur le chantier directement. Ce que ça démontre, ce que cette étude démontre, c'est que de par les tests de peeling et de pipettes de Karsten, on observe ce qui est décrit dans la littérature, c'est-à-dire que le produit consolidant va venir fermer le support dans un premier temps. Donc au bout de 6 mois, on a toujours une absorption qui est plus faible que l'état initial. Et cette absorption redevient, on va dire, relativement normale, bien que plus basse, après 12 mois. C'est la phase solvantée en fait, du produit qui génère un effet hydrophobe, qui disparaît dans le temps. Donc ça, c'était écrit dans la littérature et on a pu le démontrer sur place. Les tests de peeling, eux, démontrent que la décohésion des épidermes est stabilisée ou ralentie. Donc le produit de consolidation fait effet. Et les tests en laboratoire, eux, permettent de démontrer plusieurs choses. La première, c'est que le produit de consolidation fait effet sur plusieurs centimètres, ce qui a priori n'était pas vu d'avance, on va dire, puisque ce genre de produit, on a tendance à dire qu'ils pénètrent et font effet que sur quelques centimètres. Là, au vu de la porosité et de la capillarité de la pierre, le produit a pu pénétrer de manière très importante. De ce que l'on voit sur la carotte 2 et la carotte 3, c'est les carottes qui ont été directement consolidées. La carotte 2 avec uniquement du KSE 300 et la carotte 3 avec une dilution au KSE 100. Ce qui fait que sur la carotte 3, on observe une pénétration plus importante du produit, mais une consolidation plus faible, on va dire. Sur les deux, ce qu'on observe aussi, c'est que vis-à-vis de la carotte témoin, la capillarité sur la carotte témoin, elle est plus importante sur la première partie de la carotte. Ce qui veut bien dire qu'on a une altération de la première partie de la carotte. Après l'application du produit, la capillarité revient à un niveau, on va dire, normal. Le niveau normal, c'est celui du fond de carotte, on va dire. Donc celui qui est potentiellement moins altéré. Ensuite, la vitesse du son nous a permis de déterminer comment on avait réussi à correctement consolider, on va dire, la première partie de carotte. Donc on observe que les valeurs, par rapport à la valeur initiale, les valeurs remontent une fois qu'on a consolidé. Et elles remontent de manière significative sur la partie consolidée avec le KSE 300. Donc en fait, en réalité, le KSE 100, qui est plus dilué et donc plus solventé, a permis de pénétrer plus en profondeur, mais a atténué l'effet de consolidation. Voilà. Merci beaucoup, Alexis. Donc on voit tous les aspects, même scientifiques, ont été abordés sur ce chantier, mais c'est avant tout, je le répète, une équipe qui a œuvré, donc l'équipe que vous voyez là, à perpétuer l'œuvre des moines guérisseurs, de leurs bâtisseurs. Quelque part, ce sont eux les dépositaires de la suite de cette histoire. On a aussi les arras du grand gable disparu, qui étaient laissés comme des cicatrices, qui ont été méticuleusement protégées d'une couverture de plomb, parfaitement ajustée à ce qu'on pourrait appeler une blessure. Donc ça, c'est par l'entreprise Beaufils. Les vitraux également ont été restaurés. Ils avaient souffert d'orages de grêlons qui étaient gros comme des balles de tennis. Donc les verres cassés ont été ressoufflés, reteintés, ressertis, les plombs resuivis. Et puis des raquettes de protection en laiton ont été façonnées donc par l'atelier Thomas Vitraux. On a aussi réalisé un travail sur les grandes portes en bois de noyer. Elles avaient aussi des brèches et des gerçures. Elles ont été soignées par l'entreprise Menuisier et Compagnons, qui ont comblé les lacunes, resuivi les assemblages et, vous le voyez sur la photo de droite dans un angle, retrouver les couleurs d'origine. Donc il s'agissait d'un ocre jaune à base d'huile de lin et d'oxyde de fer. Donc on a
analysé en laboratoire la composition de ces pigments et on l'a reproduit sur les portes. Donc on a fait retrouver, voilà, l'avant-après, une teinte de lumière qui était complètement oubliée. Donc vous voyez le résultat avant à gauche et aujourd'hui à droite. Donc le chantier d'une partie de la restauration, d'une partie de la façade occidentale de l'abbaye a permis de lui redonner sa substantielle sève. Elle a été consolidée, régénérée. Elle peut être en tout cas partiellement transmise aux générations futures. Vous voyez aussi les palissades qui ont été réalisées par un charpentier qui nous rappelle que la suite du travail, puisqu'il s'agit simplement de la travée centrale qui a pu être restaurée. Le travail reste à réaliser sur le reste de la façade. La pierre du reste de la façade continue de s'altérer. Elle attend son tour. Nous pouvons nous réjouir qu'il y a quelques jours, le département de l'Isère, la DRAC et la commune de Saint-Antoine aient officialisé leur mobilisation pour engager la suite des travaux sur la façade, comprenant qu'il s'agit là non seulement d'un chantier d'excellence sur un monument historique, mais surtout et avant tout un chantier humain titanesque. La formation d'une guilde d'hommes et de femmes qui ont amélioré le geste de leurs mains, la connaissance des grains de la pierre, et je peux citer Jean Giono pour conclure. Nous avons un héritage laissé par la nature et par nos ancêtres. Des paysages ont été des états d'âme et peuvent encore l'être pour nous-mêmes et ceux qui viendront après nous. Une histoire est restée inscrite dans les pierres des monuments. Je vous remercie. Peut-être ouvrir s'il y a des questions ou des remarques. C'est toujours la première question. Là, Voilà, super. Très bien, bonjour à tous, je m'appelle Flora Barosi, je suis tailleur de pierre du coup, et je voulais savoir le chantier, ça a mis à peu près combien de temps du coup, du début jusqu'à la fin des travaux Ça a duré environ 2 ans et demi. Voilà. Très bien, merci. Ce qui normalement devait être le temps pour restaurer l'ensemble de la façade, mais au vu de l'état de la pierre que vous avez vu, vous avez entendu le bruit, je sais que ça a été très rapide. Hein. Voilà, ce son-là, il ne trompe pas, et donc ça a mis 2 ans et demi pour la partie centrale. Puis on peut parler du nombre d'heures aussi, environ 40 000 heures. Pierre Bonnetête, entreprise Girard, tailleur de pierre. Juste, il ne me semble pas avoir entendu la pierre de substitution que vous avez utilisée. Oui, effectivement, on ne l'a pas abordé. Alors, on a bien sûr procédé à plusieurs choix au départ des échantillons. On était parti sur des grès des Vosges parce que M. Taupin, donc l'architecte en chef, un prédécesseur, avait utilisé cette pierre pour des remplacements sur la façade sud. Mais en fait, sur le grès des Vosges, on avait sur la teinte un éloignement parce que là, vous voyez, on est sur une pierre très dorée, donc beaucoup plus proche en fait du grès d'Espagne qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a panaché, on a mis du grès d'Espagne en grande majorité d'Alcanis et on a panaché un petit peu de grès des Vosges pour pouvoir avoir un peu de nuance. Il s'est trouvé que les bandes grès des Vosges sur lesquelles on est tombé, les tailleurs sont tombés, étaient d'une qualité plutôt inégale et qu'en taille, ça s'est révélé un peu plus difficile, mais vous pourriez en parler mieux que moi, je pense. Oui, en fait, le grès des Vosges qu'on avait, bon, non seulement on avait des problèmes de teinte, mais on avait des problèmes aussi de grossièreté de la pierre et qui fait que, vu la finesse des profils à obtenir, les tailleurs de pierre se sont retrouvés avec des morceaux, des cadavres fréquents. Donc on est resté sur une pierre beaucoup plus homogène et beaucoup plus fine que le grès d'Espagne et qui, en plus, au niveau teinte, comme le disait Maïs, s'accordait beaucoup mieux à l'existant. Pour revenir, oui, c'est vraiment un chantier, là, plus que tout de main-d'œuvre. Hein. On a passé effectivement plus de 40 000 heures, en sachant qu'initialement, l'appel d'offres initial, c'était la restauration de la totalité de la façade. Mais on a bien dû se rendre compte qu'effectivement, les pierres à changer étaient beaucoup plus nombreuses que prévu. Et on s'est arrêté un petit peu en cours de route, quoi, hein. Donc, d'où le deuxième appel d'offres de maîtrise d'œuvre, qui est destiné à terminer la façade. Il faut savoir aussi que Saint-Antoine-l'Abbaye a été retenu comme le projet phare de la mission Berne
au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, c'était l'abbaye de Saint-Antoine, et donc qui a bénéficié d'une aide d'un don de 500 000 euros de la Fondation du patrimoine suite au loto, donc qui va aider, bon, qui va être pas une goutte d'eau, mais une petite rivière pour la suite de cette restauration. S'il y a des barrières en bois au pied, hein, c'est qu'effectivement, en ayant vu et en ayant touché la pierre, on a vu qu'il y a des morceaux entiers de larmier, de pinacle qui sont encore un peu en équilibre, et on ne pouvait pas permettre la circulation des piétons jusqu'au pied de la façade sur les zones non restaurées. Gilles Martinez, les conseils, si je peux me permettre une question de Béotien, mais je crois connaître un peu la réponse. Ce calcaire molassique existait beaucoup dans la Drôme, dans l'Isère, et donc ça veut dire que la ressource n'existe plus, même pour un édifice de cette qualité? Non, alors il y a eu une expérience lors du creusement, parce que c'est un véritable creusement de la gare TGV de Valence. Elle a été décaissée et donc de la molasse a été sortie à ce moment-là. Mais effectivement, il n'y a plus de carrière de molasse. Et les vagues affleurements qu'on a encore qui pourraient être exploités sont trop friables. Et la molasse de récupération est très souvent aussi très altérée. Donc c'est vraiment le grès d'Espagne qui fait office de remplacement systématiquement maintenant sur ce genre de bâtiment et ailleurs. Et pour la suite, parce que j'en ai pas parlé, c'est vrai que cette pierre de molasse qui a été beaucoup utilisée dans la région et à Valence d'ailleurs aussi, on voit toujours sur les architectures que c'est une pierre qui en fait tient bien la route lorsqu'elle est protégée. Et on a toujours des grands forgés, des bords de toiture, au moins d'1 mètre, qui viennent protéger ces façades. Le cas de Saint-Antoine-l'Abbaye et le vieillissement de cette pierre est aussi dû au fait qu'on n'a plus de protection. Donc la question de cette protection dans un projet à venir pour pérenniser les restaurations qui ont été faites se pose de façon plus criante que jamais. Et les anciens, de par les premières gravures que je vous ai montrées, nous ont donné aussi des chemins pour peut-être penser à une protection de cette façade. Voilà. Et pour continuer le débat, pour juste vous faire bénéficier d'une expérience de mon entreprise, pour la restauration de la Tour d'Argent, on avait fait une étude géologique un peu complète sur tout ce bassin-là. Et en fait, la couche géologique, en la suivant bien, on est arrivé en Suisse sur des calcaires qui sont quasi équivalents de 2 petites carrières qui ont été utilisées pour la réfection de la Tour d'Argent et l'aménagement de tout le quartier autour de la Tour d'Argent sur la Sorgue. Donc je pense que c'est également une piste intéressante de la Suisse, parce qu'on est quand même sur des grès ou des calcaires molassiques qui sont beaucoup plus proches que les grès des Vosges et que le grès espagnol. En fait, le problème de réouvrir des carrières, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi les chantiers pour utiliser la pierre des carrières qui vont être réouvertes. Il y a un côté économique qui n'est pas là. Sur Saint-Antoine, j'ai pas... ça représente peut-être 15 ou 20 mètres cubes de pierre. Donc finalement, on est vraiment sur le remplacement du minimum. Donc les volumes de pierre ne sont pas énormes par rapport au temps de taille et à la main-d'œuvre qui est mise dans l'ouvrage, quoi. Et vraiment, l'intérêt d'un chantier comme ça, c'est vraiment pour nous, entreprises, de pouvoir continuer à former des gens qui atteignent ce niveau de professionnalisme. Et clairement, l'appareilleur qui a réalisé ce chantier, en 30 ans de carrière chez Comte, il en a fait 2 comme ça. Il a fait la cathédrale de Chambéry et il a fait Saint-Antoine. Et actuellement, pour un tailleur de pierre, d'avoir pu tailler sur un chantier comme ça une seule fois dans sa carrière, c'est le Graal. Mais on parle d'une seule fois, c'est-à-dire qu'il y a des tailleurs de pierre qui ne vont jamais avoir accès à des chantiers comme ça. Et c'est... On a été confronté à un double défi au niveau des temps de taille. C'est que non seulement on avait des profils, enfin des surfaces de taille pratiquement au double de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que là, pour un mètre cube, on avait 30 mètres carrés de taille. Mais en plus, on avait des temps de taille. C'est-à-dire que nos tailleurs de pierre ne savaient plus faire. C'est-à-dire que par rapport au temps qu'on avait estimé, c'est pratiquement le double qu'ils ont passé, du fait de la finesse. Donc vous imaginez, 2 x 2, ça fait 4.
Donc voilà, c'était un chantier on va dire compliqué. Je peux rajouter, oui, entre les tailleurs de pierre qui avaient déjà taillé sur Chambéry et qui en avaient déjà fait une fois, et ceux qui démarraient, donc dont c'était la première fois, on était en termes de temps du simple au double. Voilà. Et donc il y a un moment où il faut que nos compagnons puissent faire de la taille comme ça pour nous on puisse la vendre moins cher aussi, automatiquement. Voilà, donc c'est un peu le chat qui se mord la queue, mais on en est là, quoi. D'autres questions? Parce qu'on est super dans le timing, hein. Bravo, hein, pour la durée. Donc on avait jusqu'à 11h, il est 40. Merci beaucoup à tous les quatre. Et bravo pour cette belle conférence à 4 voix et pour le texte merveilleux que tu nous as donné. Merci.